Salut à vous, bienvenue sur la chaîne Règlement de compte. Nous avons vu dans le podcast précédent le parcours de Titi Pelletier, ce gangster aussi original que dangereux qui fit office de véritable mentor pour toute une génération de la banlieue parisienne dans les années 70 à 80. Penchons-nous désormais sur la carrière de celui qui fut sans doute son plus brillant élève, Claude Genova. Il voulait devenir le parrain de la France, et aimait à le répéter. Comme un rêve de gosse. À sa manière, Claude Genova était lui aussi un grand gamin. Et même un beau bébé de 100 kilos tout en muscles, lui qui pourtant était né prématuré. Plus tard on l'appellera le Gros. Pour ses proches il était tout simplement un Claude, un bon père de famille qui rentrait chaque soir au foyer. Et pour ses géniteurs un enfant pour le moins turbulent. Claude Genova est né en 1951 en Tunisie d'une mère italo-corse infirmière et d'un père sicilien coiffeur venu rejoindre la grosse communauté présente dans la colonie française. Rapidement le couple et ses 4 enfants partent s'installer à Paris au quartier Montgalais, puis quelques années plus tard à Montreuil dans une résidence en lisière du quartier de la Boissière. Claude Genova a alors 12 ans, et partage les bancs de l'école avec un certain Jean-Claude Ornec, aîné d'une fratrie qui deviendra célèbre et lui causera bien des soucis dans les années à venir. En attendant, Genova s'acoquine avec la communauté gitane du quartier, s'encanaille et finit par quitter l'école à 14 ans. Le Gros n'a pas volé son surnom. Adolescent, déjà, c'est une force de la nature. Il protège les plus faibles, commet ses premiers vols qui lui valent quelques passages au commissariat local, et entre dans la bande de la Boissière, genre blouson noir et chaîne de vélo, avec qui il fait les 400 coups et se bastonne contre les autres groupes de loulous de Montreuil et de Bagnolet. Surtout il est sacré champion de France de lutte gréco-romaine en 1968 alors qu'il a 16 ans, et est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico la même année auxquels il ne pourra pas se rendre. Il se marie l'année suivante avec Fifine, une gitane du quartier, alors qu'ils sont tous les deux mineurs. Dans les années 70, Claude Genova passe à la vitesse supérieure. En 1975, il est condamné pour faux et usage de faux, en 1979 pour infraction sur les armes et faux monnayage. Il se mêle aussi un peu de politique, un de ses amis membres d'Ordre Nouveau, un mouvement d'extrême droite, le contacte au début des années 70 pour faire le colleur d'affiches et assurer le service d'ordre. Genova recrute toute une équipe de copains de Montreuil et décroche en 1974 un contrat pour assurer la protection de Valéry Giscard d'Estaing pendant les élections présidentielles, par l'intermédiaire d'Hubert Bassot, responsable du service d'ordre du futur président. Le Gros est alors une figure à la Boissière, un balèze connu pour sa jovialité mais qui n'a pas encore connu son embellie. Il monte d'un cran à la fin des années 70 en faisant la rencontre de Titi Pelletier au bar de la Demi-Lune, le QG du caïd tenu par son bras droit Jean-Pierre Jury dit le Gros Jean-Pierre, et s'associe avec lui. C'est à ce moment-là que Claude Genova commence à prendre réellement du galon. Désormais sous la houlette de Titi Pelletier il se lance dans le racket, les escroqueries, le trafic de voitures, le proxénétisme, les braquages, s'acoquine avec les grands noms des banlieues sud et nord, achète la Baie des Anges, une boîte de la rue du Faubourg du Temple dans le 10e dont il fait son siège officieux. Et entre forcément au fichier central du grand banditisme en 1985. La même année le Gros tombe pour proxénétisme aggravé. C'est qu'en la matière il n'a pas chômé, il tient 3 studios de prostitution autour de la rue Saint-Denis et un autre passage Sainte-Foy qui font travailler une trentaine de filles, ainsi que plusieurs emplacements au bois de Vincennes qui lui rapportent de très belles sommes chaque mois. Genova part pour 3 ans à Fleury-Mérogis. C'est derrière les barreaux qu'il apprend la mort de son mentor Titi Pelletier, enlevé et assassiné au printemps 1986 par ses ennemis. Claude Genova, le Gros, sent alors son heure venue et veut devenir très gros, le parrain de Paris, du jamais vu. Il retourne des jeunes dans Fleury, fait jouer de son charisme et s'entoure d'une petite équipe aux ordres, s'installant dans son nouveau rôle. Pendant ses permissions il prépare le terrain. Et à sa sortie en 1988, équipé avec quelques fidèles, il se lance à la conquête du milieu. Dehors Claude Genova est hyperactif. Il multiplie les business, se mêle de tous les conflits de Paris, joue les juges de paix, prend les jeunes sous son aile, monte de gros braquages, met la main sur plusieurs affaires dans le monde de la nuit, investit dans le trafic de shit en pleine explosion. Il est notamment accusé d'avoir organisé l'importation de 3 tonnes de cannabis par bateau en 1990 en association avec des beaux mecs de Marseille, de Corse, de la banlieue sud et de Lyon, touche de l'oseille sur les machines à sous. Clandestine placée dans les cafés de la banlieue parisienne et gérait le parc de quelques gros poissons marseillais, monte un business de faux papiers, frais avec des gros voyous de Nice, de Lyon, de Bastia, fréquente des têtes d'affiche du FLNC, et raquette inévitablement ses confrères tout comme les riches forains de la communauté des voyageurs, un travers que semble lui avoir légué Titi Pelletier.
À la manière de ce dernier, il n'hésite d'ailleurs pas à descendre à la cave les récalcitrants, travaillant selon la rumeur du milieu ses victimes à la perceuse. Guy Daguano est le premier à tomber. Patron du bar-restaurant La Madrague sur l'avenue MacMahon, l'un des derniers gros rats de voyous de la capitale et véritable rendez-vous de la pègre parisienne, il a vraisemblablement touché de grosses sommes d'argent pendant que Genova était en prison, en association avec une équipe d'escrocs de grande envergure. Il est enlevé en février 1988 et disparaît à tout jamais. Claude Genova aurait pris le goût du sang. Quelques autres suivront, mais la majorité prend peur et préfère payer les amendes de la nouvelle terreur du milieu. Le gros se mêle aussi des embrouilles des autres. Pendant son incarcération, une guerre violente a commencé de secouer le monde des voyous. Les prémices du conflit sont à trouver quelques années auparavant, à Aubervilliers vers 1976, lorsqu'un faussaire et trafiquant de voitures de la Courneuve, un certain Marco Larabe, s'embrouille dans un bar avec une équipe concurrente. Qui ne laisse pas passer et tente par 2 fois d'assassiner l'importun, qui en réchappe mais disparaît de Paris, ruminant sa vengeance. C'est qu'Aubervilliers, véritable capitale des voyous de la banlieue nord, n'est pas le fief de n'importe qui. Le patron du coin s'appelle Richard Leroy, un ancien blouson noir né en 1948 devenu dans le courant des années 70 l'incontournable boss du trafic de voitures volées en Île-de-France. La spécialité d'Aubervilliers. Depuis son QG de la Pizza, un restaurant du centre-ville qui sert de bourse aux voitures aux voleurs et trafiquants, il gère un business portant sur près de 1000 véhicules par mois et fait travailler une centaine de petites mains sous ses ordres, voleurs, garagistes, plaqueurs, faussaires, vendeurs. Il est également connu pour avoir tapé un coup retentissant en novembre 1986, le braquage d'un fourgon blindé de la Mitsubishi Bank à Tokyo en compagnie de 3 complices d'Aubervilliers, Philippe Jamin dit Gros Fifi, Youssef Kimoun et Nordine Tifra. Le quatuor aurait dérobé près de 333 millions de yens pendant le braquage, signant là le plus gros vol de l'histoire du Japon. La bande-ci était initialement rendue pour négocier des tableaux volés quelques années plus tôt, le trafic d'œuvres d'art étant devenu une autre branche de Richard Leroy dans les années 80. Entre-temps, son ennemi Marco Larabe s'est lui fait de nouveaux amis, et pas des plus tendres. Il s'est en effet associé à Claude Filali dit le Chinois, un ancien parachutiste fraîchement sorti de prison et réputé très dangereux. Avec Marco Larabe et quelques associés, ils auraient enlevé 2 à 3 braqueurs fraîchement enrichis pour leur faire cracher l'oseille avant de les tuer purement et simplement. En 1987, ils abattent Claude Raoul devant chez lui à Saint-Ouen, un ami de Richard Leroy qui faisait le proxo. 3 jours plus tard, c'est le gros Jean-Pierre, l'ancien bras droit de Titi Pelletier, qui est tué devant son bar à Montreuil. Il accusait Marco, Filali et leurs amis d'être à l'origine de la disparition de Titi, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas, mais on ne sait jamais vraiment avec ce milieu. Il cachait surtout 800 000 francs dans son jardin, que ses assassins s'empressent d'aller récupérer un peu plus tard. Tout le milieu parisien se mêle petit à petit du conflit et la paranoïa bat son plein, chacun devant choisir son camp. En juin 1987, une réunion est organisée dans une brasserie de la Porte de Champéret entre plusieurs cadors de la pègre. Il y a là bien évidemment le boss d'Aubervilliers Richard Leroy mais aussi Jean-Pierre le Pape du 20e, un très beau braqueur proche du gang des postiches. Dédé Gaud de la banlieue sud, protecteur du roi de Pigalle Henri Bottet, Daniel le Polonais Abramovitch, qui faisait partie du clan des Siciliens dans les années 70, Bernard Dupadie le Chauve, patron d'un cabaret à Saint-Germain-des-Prés et proche du gang Bastier de la Brise de Mer et du caïd marseillais Tani Zampa, et encore une vingtaine d'autres têtes d'affiche. Ensemble, ils décident de mettre fin une bonne fois pour toutes aux agissements sanglants de Filali le Chinois, qui le prend très mal et réplique immédiatement dès le mois suivant, le 27 juillet 1987 à 1h du matin. Son ennemi Richard Leroy est abattu de 4 décharges de chevrotine tout près de chez lui à Aulnay-sous-Bois. Lorsque Genova sort de prison en 1988, il entre dans la danse, et rafle au passage une partie du business de voitures volées laissé sans véritable chef par Leroy, avec qui il avait déjà mis un pied dans la spécialité quelque temps auparavant. Surtout, il se lance à la poursuite de ceux qu'il pense être les assassins de son ancien boss Titi Pelletier, de son confrère Jean-Pierre Jury et de son ex-associé Richard Leroy. Avec une efficacité qui souffle tout le monde, en un temps record son équipe, tapant aux faux policiers, parvient à soulever Marco Larabe dont les aveux permettent ensuite de débusquer et d'enlever Claude Filali le Chinois, pourtant réputé impossible à coincer. On raconte qu'il dormait avec un canoncier dans son lit. La terrible agonie des 2 hommes durera près de 24 heures, Genova invitant leurs ennemis intimes à leur administrer une version très personnelle de la justice. Le gros s'active donc dans toutes les directions. Et attire inévitablement l'œil de la police. En novembre 1989, il tombe pour un trafic de voitures portant sur 200 véhicules. Au Novotel de la Porte de Bagnolet, l'un de ses bureaux, et dans une planque du 15e arrondissement, la police découvre un véritable arsenal de faussaires braqueurs,
300 cartes grises, 150 permis de conduire, 100 cartes d'identité, 300 attestations d'assurance, 1000 certificats de non-gage, 10 passeports, 15 cartes de police, des dizaines de cartes de séjour, des gilets pare-balles, des menottes, des cagoules, 25 bâtons de dynamite, 12 détonateurs, 30 chargeurs, 1000 cartouches, 3 pistolets mitrailleurs, 3 fusils à canoncier, 10 pistolets automatiques, 7 revolvers. Certaines de ces armes provenant d'ailleurs d'un vol commis dans un commissariat de Bastia. Le gros est condamné à 8 ans et atterrit à la centrale de Saint-Maur, d'où il continue de gérer ses affaires tout en organisant la vie de la prison, concerts, tournois sportifs, aide aux détenus, etc. Il monte même un petit orchestre et pousse lui-même la chansonnette, napolitaine en l'occurrence. Pendant que Claude Genova est à l'ombre, une équipe de Montreuil commence à faire sérieusement parler d'elle. Des mecs que le gros connaît bien, il les a vus grandir avec bienveillance, on dit même qu'ils auraient tapé des affaires ensemble. Il s'agit d'une famille manouche de la Boissière, les 3 frères Ornec Jean-Claude, Mario et Marc, âgés de 25 à 38 ans, qui se sont attachés la fidélité de jeunes voyous en herbe du 93, notamment celle de Nordine Mansouri dit la Gelée, de Clichy-sous-Bois. Des 2 frères Karim et Imed Moyedine dit Gio, de Fontenay, de Mohamed Amimé dit Momo, de Noisy-le-Sec, et d'une poignée d'autres, tous triés sur le volet. Ils ont fait leur quartier général du Saint-Ex, un bar de Rony tenu par Francky Beran, l'un des assassins présumés de Titi Pelletier, qui a pris sous son aile tout ce petit monde quand ils ont commencé dans le grand banditisme au début des années 80. Et en la matière l'équipe n'est pas manchotte, on leur attribue de très beaux braquages à Paris et en province. Ce qui aura le don d'aiguiser les appétits du gros. En 1993 il demande à toucher sa part sur de très beaux coups que l'équipe aurait commis, l'attaque d'un fourgon blindé Sécuripost à Saint-Ouen en mars 1993 pour un montant de 10 millions de francs, suivi 3 mois plus tard d'une attaque similaire au même endroit pour 15 millions, ainsi que du braquage d'un centre fort à Bayonne en août pour un total de 18 millions de francs. Les Ornec dépêchent alors Michel Thierry, un ami d'enfance associé à Francky Beran et ancien équipier de Titi Pelletier, avant de retourner sa veste, pour aller faire comprendre aux fidèles du gros qu'il ne toucherait rien. Le 25 novembre 1993 ceux-ci lui donnent une réponse définitive, vers 2 h du matin Michel Thierry est abattu rue de Romainville à Montreuil par 2 hommes cagoulés. 3 mois plus tard, en février 1994, les fidèles de Genova parviennent à enlever Nordine Mansouri à la Gelée, bien décidés à lui faire cracher l'oseille, et le séquestrent 3 semaines durant dans une planque qu'ils appellent eux-mêmes entre le Gourbi. Claude le Gros en personne, profitant d'une permission les 10 et 11 février, se serait lui-même rendu au Gourbi pour appliquer à Mansouri ses méthodes d'interrogatoire maison. L'otage est finalement relâché contre rançon quelques jours plus tard, salement arrangé, n'ayant selon la légende dû sa survie qu'à l'intervention de son beau-frère Nordine Ben Ali dit la Puce, un voyou chevronné entré dans l'orbite de Genova avec son frère Jamel quelques mois plus tôt. La guerre est néanmoins désormais déclarée, et le Gros & Co ne prennent pas tout de suite la mesure de la menace. En face l'équipe Ornec se met en ordre de bataille, ultra méfiante, ses membres ne se déplaçant plus qu'en groupe et surarmés, partageant les mêmes planques. Un contrat d'1 800 000 francs aurait même été lancé sur la tête du Gros, histoire d'aiguiser les appétits des éventuels rapaces de la prison de Saint-Maur. De son côté Genova fait la commande d'une voiture blindée, une Renault 25 V6 injection, et d'un gilet pare-balles Mac Douglas en prévision de ses permissions et de sa sortie prochaine. Mais les échanges d'artillerie n'attendent pas sa libération pour commencer à éclater. Le 17 mai 1994 aux alentours de minuit Éric Pasquet dit Petit Riquet, 32 ans, l'assassin présumé de Michel Thierry, rentre de l'enregistrement d'une émission télé de Thierry Ardisson au cirque d'hiver à laquelle a participé son ami le boxeur Christophe Thiozo. Accompagné du champion du monde des super moyens, de sa copine, et de 2 lieutenants de Genova, Joël Guignon et Fessal Maréfi dit Féfé le Brochet, il est au volant de sa Renault 25 lorsqu'un scooter le percute rue de Charonne dans le 11e. À peine Petit Riquet est-il descendu du véhicule pour se rendre compte des dégâts qu'il reçoit 5 décharges de chevrotine dans le dos et une balle dans la tête. Le 12 juin suivant c'est Joël Guignon, qui avait été chargé d'espionner l'équipe des frères Manouche, qui est descendu à coups de fusil de chasse et de 11,43 par 2 hommes surgis d'une R25 alors qu'il fait de la mécanique devant chez lui à Nogent-sur-Marne. Le lendemain une altercation éclate dans un bar de Colombes entre d'un côté Féfé Maréfi et José Luis Hernando Di Pepe, des fidèles du Gros, et de l'autre les 2 frères Antonio et Robert Demestre, des ferrailleurs qui connaissent les Ornec mais n'ont rien à voir avec leurs affaires. L'embrouille tourne à la fusillade et seul Pépé en réchappe, les 3 autres hommes y laissant la vie. 2 mois plus tard, à l'occasion d'une permission, Claude Genova est sollicité par un duo de voyous, Jean-Dominique Poletti et Kada Hadjadj dit Karim, pour régler le différend qui oppose son ami Pépé à la famille Demestre,
bien décidé à venger ses morts. Un rendez-vous est organisé le 22 août au bar panoramique du Palais des Congrès auquel le Gros se rend avec sa maîtresse, son chauffeur et la copine de ce dernier, les duettistes, et un petit pactole de 800 000 francs histoire de dédommager les plaignants et éviter une vendetta. Très confiant, n'étant même pas armé, Claude Genova ne sait pas qu'il a en fait été attiré dans un piège mortel. Après avoir attendu un bon moment les représentants de la famille de Mestre qui ne sont pas venus au rendez-vous fictif, le petit groupe quitte le café pour aller dîner à Senlis. Jando et Karim partent de leur côté prétendument pour récupérer leur voiture garée plus loin, Genova et ses amis dans la direction inverse, sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Alors qu'ils marchent sur le trottoir, une Volvo s'arrête à sa hauteur, un homme masqué en surgit armé d'un fusil à canoncier fait feu sur Genova. Une première décharge envoie valdinguer le Gros à terre, la deuxième l'effleure et la troisième, en pleine tête, le tue net. Le tueur ramasse les douilles et rejoint en quatrième vitesse ses deux complices restés dans le véhicule qui disparaît à toute berzingue dans la nuit parisienne. Pendant le rendez-vous, la voiture de Genova où étaient entreposés les 800 000 francs a été dérobée. Rien n'arrête la cupidité des voyous, on finira par le comprendre. L'année 1994 se clôt en beauté pour les ennemis de l'équipe Genova. Le 2 décembre, ils finissent le ménage en dessoudant le dernier ravisseur encore en vie de Nordine Mansouri, à savoir Henri Ritzaloun, abattu de 3 coups de feu à Neuilly-sur-Marne juste après son acquittement dans une affaire d'assassinat. Visiblement ni lui ni ses amis n'avaient pris au sérieux le clan auquel ils s'attaquaient en février, pensant pouvoir commettre un coup de raquette juteux sur leur dos sans avoir à en subir les conséquences. 10 mois et 7 morts plus tard, on peut affirmer sans hésiter qu'ils se trompaient lourdement. La mort de Claude Genova à l'âge de 43 ans laisse en tout cas un boulevard à la nouvelle génération pour s'imposer, à la charnière entre milieu dits traditionnel et milieu des cités, les Marc et Mario Ornec, Nordine Mansouri dit la Gelée, Imed Moyedine dit Gio l'Indien, Antonio Lages dit Tonio le Portugais, Mohamed Amimé, Mohamed Dridi, Serge Lepage dit Sergio, Nordine Nasri dit Nono le Barge, Farid Sana dit l'Écureuil, Boualem Talata dit Boubou, Antonio Ferrara dit Nino, Djilali Zitouni. Sofiane Anly, Fabrice Ornec, Moussa Traoré et autres amis Dakar qui régneront sur l'Île-de-France dans les années 90. Sans oublier l'arrivée de nouvelles figures corses et marseillaises sur le devant de la scène parisienne, et les anciens de la banlieue sud qui n'ont pas encore lâché le morceau. Quelques fidèles de Genova, emmenés par les deux frères Ben Ali, Nordine Lapuce et Djamel, également connus pour avoir tapé des affaires avec un historique de la banlieue sud, Michel Lepage, auraient tout de même tenté de le venger. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1995, deux boîtes que le clan Ornec tiendrait en sous-main, le Triangle à Andilly et le Funrail à Évry, sont plastiqués tandis qu'un engin incendiaire est lancé à l'intérieur de la Comédia, un restaurant du Perreux-sur-Marne. Le 3 août suivant, c'est Jean-Dominique Poletti qui paye sa complicité présumée dans l'assassinat du Gros. Il est abattu par le passager d'une moto de gros cylindrée avenue Robert Schumann à Boulogne-Billancourt alors qu'il est en bas de chez lui au volant de sa voiture. Son complice Kada Hadjadj part se mettre à l'abri quelques semaines plus tard en Algérie où il vit encore aujourd'hui, ayant investi dans le tourisme et la restauration. Les frères Ben Ali sont eux partis s'installer peu après dans le nouvel Eldorado du milieu, la Costa del Sol espagnole, histoire de prendre leur part dans le nouveau pétrole du milieu, le trafic de shit. Alliés à la puissante équipe de Karim Reguic dit Pascal le Turbulent ou simplement le Turbu, l'un des plus gros trafiquants français d'Espagne, ils vont être mêlés à une terrible guerre des gangs entre expatriés hexagonaux. Tout aurait commencé avec l'assassinat de Jacques Grandjean, ex-braqueur de fourgons lyonnais recyclé dans le H en gros, tué avec sa femme dans sa villa de Marbella le 5 octobre 1996. Quelque temps auparavant, il aurait fait marron à l'équipe du Turbu lors d'une grosse transaction de cam, les frères Ben Ali et leurs amis le lui ayant fait payer à coût de 11,43. Dans les années qui suivent, ce n'est pas moins d'une dizaine de cadavres français que laisse cet affrontement sur le macadam andalou, jusqu'aux assassinats de Djamel Ben Ali le 17 décembre 1999 à Fuengirola, puis celui de son frère Nordine le 5 octobre 2001 à Séville, abattu 5 ans jour pour jour après la mort de Grandjean et de sa compagne. Finalement, Claude Genova ne sera pas parvenu à atteindre son rêve, devenir le parrain de Paris. Ou bien à la rigueur pendant à peine plus d'un an, lors de sa courte période de liberté en 88 à 89. Reste néanmoins qu'il fut bel et bien l'un des plus gros voyous parisiens de ces années-là, mais dont l'ambition et les méthodes causeront la perte. Assoiffé de pouvoir et impatient, il s'était entouré de demi-celles recrutés à la va-vite, bien qu'il y ait eu quelques exceptions dans l'équipe comme celle notable des frères Ben Ali. Il laisse en tout cas derrière lui une sale impression auprès de ses ennemis, et un très bon souvenir de bonhomie et de générosité chez ses proches et amis. L'affrontement meurtrier entre son équipe et celle des Ornec a par ailleurs inspiré 2 films dans les années 2000, très peu fidèles à la réalité des faits,
des personnages et du milieu parisien mais qu'il est toujours bon de mentionner. La mentale de Manuel Boursignac sortie en salle en 2002 et Truand de Frédéric Schoendorfer en 2007. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième épisode. Abonnez-vous en attendant l'épisode 3 sur les frères Horneck et donnez-nous votre avis sur les sujets que vous aimeriez.